Ma femme et mes enfants ont souhaité que je réalise un film sur ma vie. Bon, a priori, ça ne doit pas être passionnant, mais enfin, je me range à leur demande et donc je suis heureux de faire cette présentation de ma vie avec un professionnel aguerri. Ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord mes parents. Mes parents, papa. Papa, je le présente, c'est un homme qui était extrêmement élégant, impeccable, pochette, cheveux gominés. J'ai malheureusement, pour ainsi dire, pas de photo de lui, si ce n'est une sur laquelle il est assis sur le marchepied de sa limousine, une somptueuse limousine, et qui est la photo de base de la famille. Lui, il est le dernier d'une famille de 9 enfants. Je crois, je ne me rappelle plus très bien. Georges, mon grand-père, se situe entre la petite noblesse et la grande bourgeoisie. Ils habitaient à Anvers et n'étaient pas spécialement doués pour les affaires. Par exemple, on lui a proposé des parts de fondateur de Solvay et il a pensé que c'était beaucoup plus judicieux de placer l'argent de la famille en fonds russes. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai qu'une très mince fortune personnelle. Bon, maman. Maman, son père était donc un commandant, le commandant Geoffroy Château, qui est mort à la guerre de 14. Sa femme, qu'on appelait Mamito, ravissante, est tombée sur monsieur Yves Le Gorec, polytechnicien distingué aussi, capitaine ou commandant, qui, fou d'amour, l'a épousée à la fin de la guerre, donc de 14, on est toujours en 14, et elle a eu 4 enfants d'un premier mariage et 2 enfants d'un mariage avec monsieur Le Gorec. Bon, comment se sont-ils rencontrés? J'avoue que c'est toujours un peu flou, mais je pense que c'est une rencontre organisée en Belgique et que papa est tombé fou amoureux de maman, qui était une femme superbe. Brigitte est arrivée en 29. Moi, je suis arrivé en 30. 11 octobre 1930. Mes souvenirs d'enfance, je vois une maison, une très grande maison, avec un jardin et notamment, je me rappelle des arbres où je pouvais grimper dedans. Des souvenirs. D'abord Brigitte, ma sœur. Quand elle était petite, j'étais dans mon landau, beau comme tout, et elle a voulu me faire descendre un perron en poussant mon landau. Résultat, le landau s'est retourné, je suis tombé sur, comment dirais-je, une grille en fer qui permet d'enlever la boue sur les chaussures. Bon, j'ai eu on a été obligé de me recoudre, je crois, bon, si bien que des esprits malveillants dans la famille me disent que vraiment, il m'est resté des séquelles de cet épisode. Un autre souvenir, je n'avais pas tellement, j'ai cassé une dent, la dent de devant de ma sœur, car elle arrivait derrière moi avec un ciseau, alors que j'étais suspendu au cou de ma nurse, et elle a voulu me piquer avec le ciseau, j'ai donné un coup de pied, sa dent est tombée, et elle a encore des problèmes, la pauvre, avec cette dent de devant qu'on a montée sur pivot, enfin des gros problèmes. Voilà un petit peu quelques petits souvenirs d'enfance. Quels sont encore mes souvenirs? C'est, par exemple, nous avions des nurses
suisse, et c'est pour ça que nous avons passé plusieurs vacances avec nos nurses suisses, en abandonnant la Belgique. Papa, qui avait beaucoup d'argent, était fondé de pouvoir dans une banque, et en fait, avec maman, il faisait beaucoup de sorties le soir, très mondains, et donc ils avaient une vie très, très occupée. Donc ça, c'est la petite enfance, et puis c'est la guerre. La guerre, pour moi, c'est l'exode. Maman avait une sœur très proche qui s'appelait Colette, qui avait épousé à Gabriel Dutillet. Elles étaient très proches et nous sommes partis dans deux voitures, deux petites Fiat ou des tout petits modèles avec des matelas sur le toit. Et donc nous avons descendu la France où nous avons été rattrapés par les Allemands à Royan. C'est la première fois que j'ai vu les blindés allemands arriver. Bon, de souvenir de cette transhumance, si, mon cousin Jean-Gabriel, qui était un peu plus jeune que moi, était très rapporteur, et chaque fois que je l'embêtais, il allait rapporter à sa mère, et c'est toujours moi qui me faisais engueuler. C'est donc un des souvenirs de base, alors que maintenant, c'est vraiment mon cousin, ou un de mes cousins préférés. Alors, après avoir vu les Allemands, on a vu qu'ils ne violaient pas toutes les femmes, et que tout se passait à peu près normalement. On est revenu dans la région parisienne, on est revenu à Évry-Petit-Bourg, qui était le siège un peu de la famille Pastré. La tante Suzanne Pastré était la sœur de Mamito, de ma grand-mère. Donc nous avons eu toujours des liens très étroits avec la famille Pastré. Et pourquoi sommes-nous retournés à Évry-Petit-Bourg et pas retournés en Belgique? En fait, papa avait eu des problèmes de situation en 1939. J'avoue qu'il ne m'en a pas parlé. Il a eu des problèmes importants. Maman, que je tiens à saluer, a vendu ses bijoux à cette époque-là pour pouvoir lui donner de l'argent. Papa, d'abord sur le plan militaire pendant la guerre, il s'est engagé à 18 ans dans la Première Guerre mondiale, ce qui l'a empêché de faire des études sérieuses après. Là, ici, il est reparti en 40 et il a été mobilisé à l'arrière. Alors donc, nous ne sommes pas allés en Belgique à cause de la situation donc, de papa, et nous avons trouvé une maison à louer, qui était une belle maison. Alors, nous allions, les souvenirs de cette époque-là, c'est que nous allions, Brigitte et moi, à une école qui s'appelait Grandbourg. Grandbourg, c'est Notre-Dame de Sion, et nous étions en fait 4 garçons pour 200 filles environ. Je me rappelle la mère Héloïse qui nous promenait, on shootait le ballon au-dessus des clôtures, elle ne pouvait pas nous suivre, enfin on était insupportables. Donc, parti Grandbourg, après ça je suis rentré en 6e, je n'avais que 9 ans, je tiens à le souligner, et je suis donc parti à la Pierre-qui-Vire. La Pierre-qui-Vire, c'est un monastère bénédictin qui est perdu dans le Morvan. Le plus proche village est à une dizaine de kilomètres. Et à côté du monastère, il y avait une école où nous étions environ une 60 élèves environ.
Nous étions tous en culotte courte, avec une cape, et nous restions là-bas pendant tout le trimestre. Et en fait, je retournais donc à voir mes parents uniquement aux grandes vacances qui étaient les périodes de vacances, quoi. Nourriture infâme, il y en avait notamment des rutabagas à bouffer, je me rappelle moi de la févolina qui était à base de fèves. C'était quelque chose d'horrible, rien que d'y penser. J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Alors, de là-bas, quelques souvenirs. C'est les jeux que nous avions. Nous jouions au foulard, nous jouions aux élastiques. Les élastiques, qu'est-ce que c'était les élastiques? C'était, on se mettait dans une grande salle de jeu, on faisait des barricades et on avait coupé des pneus pour pouvoir tirer en les étendant, tirer sur l'adversaire qui était de l'autre côté. Et quand il était touché, ben, il devait donner ses élastiques, etc. Mais ce jeu m'a frappé. Et ce qui m'a frappé également, c'est qu'il y avait un père Léon là-bas qui était passionné et qui avait fait une maquette de train en bois. C'était plus qu'une maquette, ça tenait sur 20 mètres carrés, entièrement avec des rails en bois, tout en bois, qui était assez extraordinaire. Et donc ça, c'est un de mes souvenirs de jeux d'enfance. Maman est venue une fois me voir. Elle logeait dans une petite pension qui pouvait recevoir 3-4 personnes juste à côté de l'abbaye. Mais comme j'ai été collé tout le temps, elle m'a vu quelques heures simplement. Donc ça a été le premier et le dernier essai, et puis jamais elle n'est revenue. Car entre-temps, la famille s'est installée à Paris, avenue Camoens, dans le 16e, un bel appartement bourgeois en face de Saint-Louis de Gonzague. Bon, la guerre, pas de voiture, des vélos. Je cite quelques souvenirs comme ça. Modeste, notre servante, notre bretonne au cœur fidèle, qui est restée avec nous, elle est rentrée quand j'avais 13-14 ans, et elle est partie 40 ans, peut-être pas 40 ans, mais 30 ans après, pour prendre sa retraite. Donc c'est un souvenir de sa... pour lequel vraiment je l'aimais beaucoup. Entre-temps, la situation de papa s'était donc arrangée et ses revenus, il vendait des vins à mon oncle Jacques Van der Heyden, qui habitait la Belgique, qui était le représentant pour la Belgique de marques prestigieuses comme Bols, comme Moët et Chandon. Et lui, il achetait des vins en France pour que mon oncle Jacques les revende en Belgique. Parlons hors de la Pirquivire. Où allions-nous pendant les vacances d'été? À La Hallière. La Hallière, c'était un superbe château classé qui appartenait donc au beau-père de ma tante Colette et donc qui était un vieux colonel à la retraite et qui était un homme au cœur d'or. Et nous avons reçu pendant tous les étés, il nous recevait chez lui. Des souvenirs un petit peu de cette période. Il y avait un champ à côté, je me rappelle qu'on allait glaner. Alors glaner, en quoi ça consistait? Ça consistait à ramasser un épi de blé qui était tombé et pas ramassé par la ramasseuse, parce qu'évidemment il n'y avait pas de moissonneuse, batteuse, etc. Et donc il fallait ramasser chaque épi qui était resté dans le champ. Et que le colonel Duthier montrait avec sa canne, je me rappelle toujours, parce que lui il ne se baissait pas, c'était nous qui nous baissions. Bon, les dernières vacances, au moment de la libération,
j'étais parti à Voiteur, dans le Jura, parce que je n'avais pas pu rejoindre la Lierre depuis la Pierre-qui-Vire. Donc j'ai passé mes vacances de la Libération là-bas. Je n'ai pas vu grand-chose de la Libération, et donc je n'ai pas de souvenir précis. J'avais donc, puisque je suis né en 30, j'avais 14 ans. Et après ça, j'ai abandonné la Pierre-qui-Vire. De toute façon, il ne faisait pas la classe de première. Et donc, je suis rentré à Saint-Louis-de-Gonzague, qui était exactement en face. Ce qui me posait un problème, car en cas de retard éventuel, sur les 1 minute qu'il me fallait pour faire le trajet, je pouvais difficilement rattraper 5 minutes de retard que j'avais habituellement. Personnellement, j'ai gardé un moins bon souvenir des jésuites que des bénédictins. Les bénédictins, c'était des gens extrêmement, qui n'étaient pas tellement faits pour l'éducation, pour le bachotage et tout, mais c'était des humanistes, c'était des gens extrêmement ouverts, et dans le fond, je garde un bien meilleur souvenir de mes années à la Pierre-qui-Vire par rapport à une année de Franklin. L'année, j'ai eu mon bac, le bac, ça s'appelait le bac A, et après ça, je me suis inscrit, je me suis retrouvé en sciences expérimentales à Gerson, avec les cours à Janson. Alors là, ça a été un peu une catastrophe, parce que les sciences expérimentales avec des cours de 4 heures de physique, je me rappelle, c'était l'abomination. Rien que de penser à ces 4 heures, que face à des choses que je ne comprenais absolument pas, j'en frémis encore. Alors, est arrivé les notes du premier trimestre, il y avait la grève des appariteurs à Janson, et du coup, je m'étais dit, puisqu'il y a la grève des appariteurs qui avait duré un trimestre, quelque chose d'important, je m'étais dit, je ne vais pas du tout aller au cours d'anglais, comme ça il ne me connaîtra pas, et donc je ne risque rien. Ce qui était très intelligent, c'était de supprimer l'anglais, au contraire, où j'aurais dû, des bêtises, on en fait à tout âge. Et alors, manque de chance, ce prof m'a marqué, je n'ai pas vu cet élève du trimestre. Bon de mon père, on m'envoie passer Noël dans le froid à la Halière, qui n'était pas chauffé, ou que lorsqu'on marchait dans les couloirs, il y avait on voyait la vapeur qui sortait de la bouche tellement il faisait froid. Et puis, du coup, je suis parti au cours Monceau. Mais je suis revenu vraiment à mes premiers amours, qui étaient donc mes premiers amours aux choses que je savais faire, c'est-à-dire à la philo. De mes bacs, si, il y a une chose que je me rappelle, c'est qui m'avait permis d'avoir une très bonne note, c'était le sujet, le comble de l'art, c'est de faire rêver. Alors, ce sujet, c'était magnifique. Suite à ma réussite à mon bac philo, j'ai eu l'autorisation d'acheter un vélomoteur. Et je me rappelle, ce vélomoteur, c'était une marque, un 100 cm3 Gnome Rhône, sur lequel j'ai pris quelques gamelles. Notamment, je me rappelle, sur le bas des Champs-Élysées. Sur le bas des Champs-Élysées, à cette époque-là, les pavés étaient encore en bois. Et les bois absorbaient l'huile, si bien que je me suis tapé une superbe gamelle, sans d'ailleurs me faire mal, à cet endroit-là. Pendant cette période d'après-guerre, j'avais notamment 2 amis qui sont morts maintenant tous les deux, Jean-Claude Bazin et Jean Géras. Dans les bêtises qu'on pouvait faire à cette époque-là, on piquait les voitures du père de Jean Géras. À cette époque-là, j'avais déjà mon permis, j'avais 18 ans. Et on allait, avec ces voitures, essayer de draguer les filles, etc. Ça nous est arrivé souvent de tomber en panne d'essence si on n'avait pas d'argent
et on revenait à pied chercher un bidon dans le garage alors qu'on était dans le garage du 16e alors qu'on était du côté de Pigalle. Bon, ah si, là je me rappelle un souvenir qui est justement à propos des voitures piquées au père. Il y a Jean qui me demande de rentrer l'Adler de sa mère, qui est une voiture allemande décapotable, etc., de la rentrer le soir au garage. J'ai dit, c'est idiot. Et j'ai été me promener toute la journée avec cet Adler au bois, etc. Il y avait les rentrées des voitures de Paris, il y avait donc des centaines de voitures. Paf, je tombe sur la voiture du père Rongéras, qui m'engueule, me vire de la voiture, le volant est pris par un neveu, et il m'a laissé au milieu de la route, et donc je suis rentré à pied. Et puis, il a téléphoné ensuite à maman, en disant « Votre fils a une très mauvaise influence. Non, plus exactement, oui, votre fils a volé, pas volé, a emprunté la voiture, etc. » Maman a dit, écoutez, j'estime que votre fils a une très mauvaise influence sur le mien, il vaut donc beaucoup mieux qu'il ne se voit pas. Donc ça s'est terminé là-dessus, et j'avais donc juste 21 ans, quand, évidemment, ma vie a changé, puisque c'est le 21 novembre 51 que papa est mort d'une crise cardiaque. Papa, en fait, avait été obligé d'arrêter le commerce des vins qu'il avait avec la Belgique, parce qu'au moment de la libération, les frontières se sont ouvertes, les vins portugais ont déferlé en France, et donc il a été obligé de changer d'orientation. Et on lui a proposé une licence de filtre, donc une fabrication en France de filtres, pour laquelle papa voyait un développement dans le commerce des vins, qui était un domaine qu'il connaissait bien. C'était un tout petit embryon de départ de la nouvelle affaire de papa. À ce moment-là, donc, je me suis retrouvé devant un dilemme, ou poursuivre ma dernière année de Sciences Po, ou bien reprendre l'affaire. J'ai choisi de commencer à travailler parce qu'il le fallait, parce que nous n'avions pas de ressources, et je suis rentré dans l'affaire Erfilco, qui s'appelait à ce moment-là Erfilco Comimex. J'avais un bureau au 44 rue La Boétie, dans l'immeuble Révillon. L'après-midi, j'avais une secrétaire, Lucille, plus de 3 après-midi par semaine, un ingénieur chimiste, Roger Claude, qui en fait auquel je rends hommage pour l'aide qu'il m'a apportée au cours de cette période de reprise que j'ai eue, de cette reprise d'affaires. En 1951, la situation pécuniaire de la famille était très, très mauvaise. Maman, en fait, était la PDG, recevait un petit salaire et avait une couverture sociale. Moi, je conservais le statut d'étudiant, sans salaire, et j'ai tiré 3 ans sur lesquels je m'inscrivais d'une façon fictive à la faculté de droit pour travailler et pour me permettre d'avoir un sursis pour mon service militaire. Il me rattrape en tant que militaire en 1954. Je suis affecté à la 2e CIM à Vincennes. La 2e CIM, ça veut dire 2e section d'infirmiers militaires. Je n'ai jamais vu un malade de ma vie, car j'étais donc à Vincennes, où j'ai fait mes classes, ou enfin un petit truc de 3 mois. Et ensuite, j'ai été affecté
au ministère de la Défense, au service de presse. C'était très intéressant, car nous n'étions pas en caserne, nous étions chez nous, et tous les matins, nous allions donc à 6 heures le matin faire une synthèse de presse avec un journal, un petit journal, des notes écrites, et ensuite on le distribuait par circuit dans le ministère, qui était quelque chose de très vaste. Les circuits de distribution des résumés de presse prenaient entre 10 minutes le circuit facile et une demi-heure le circuit difficile. C'était intéressant parce que d'ailleurs j'ai rencontré des gens de qualité, notamment Christian Millot, qui nous a aidés plus tard dans le développement de notre affaire Gastronomia. Début de la guerre d'Algérie également, pendant cette période, j'ai trouvé moyen de faillir être envoyé là-bas parce que un de mes bons amis auquel j'avais confié une de mes gardes de nuit n'était pas présent face au télétype lors du rattachement de la SAR à la France. Alors il y a un ministre plénipotentiaire qui a cru extrêmement intelligent le dimanche de dire « je vais avoir des nouvelles du vote et je vais téléphoner au ministère ». Mon copain était sorti ou je ne sais pas ce qu'il foutait. Toujours est-il que le lendemain, qui était de service, je suis appelé par le commandant de Gatine, il dit « je t'envoie en Algérie », etc. Bon, en fait, je me suis retrouvé au service de presse, dégradé sur le front. Notre situation s'était donc considérablement améliorée, et à la sortie de ce service, pour lequel j'ai précisé que je n'ai fait que 18 mois de service, parce que j'étais un étranger naturalisé et qui voulait garder les étudiants polonais dans les mines du Nord pour ne pas qu'ils s'en aillent. Donc je suis, au lieu de faire les 28 mois, donc j'ai été libéré au bout de 18 mois à ma grande surprise. J'ai donc pu être salarié dans la société. Bon, je reconnais que je sortais beaucoup, j'avais un physique dit agréable, de belles voitures, j'ai eu notamment, je suis parti sur une 11 chevaux Citroën, qui était la voiture de papa au moment de sa mort, et ensuite j'ai eu des Versailles, frégates, et sauf pendant la guerre de Suez, où évidemment il y avait des tickets de rationnement d'essence. Et à ce moment-là, j'ai eu pendant 2 ans 2 chevaux achetés d'occasion plus cher qu'une neuve, et une neuve que j'ai commandée, que j'ai reçue au bout d'1 an. Donc je suis baladé, je connais aussi la 2 chevaux. Et puis, en 1961, alors que j'avais un harem de 4-5 filles qui tournaient autour de moi, j'ai engagé à Erfilco comme secrétaire une certaine Elisabeth Fetoussi. Jeune, belle, 19 ans. Bon, elle tournait à la tête de tous les collaborateurs, ce qui m'énervait prodigieusement pour la qualité de leur travail, qui tourbillonnait autour d'elle comme des mouches. Un jour de juin, j'ai proposé de la raccompagner. Résultat, le 27-12, nous passions donc devant Monsieur le maire. Long voyage de noces semi-professionnelles, Italie, Sicile, notamment au superbe hôtel San Domenico, à Taormina. Il y avait des orangers dans la cour, c'était superbe. Là, j'ai eu peut-être la plus belle engueulade de ma vie, car je lui ai bêtement avoué que j'avais avancé
la date du mariage du 4 janvier au 27 décembre pour des raisons fiscales, mon expert comptable m'ayant dit que de ce fait, j'aurais droit à 2 parts, son salaire à elle avec et le mien, donc représentant 2 parts. Donc je lui ai avoué que c'était pour des raisons fiscales, alors que je lui avais dit que je ne pouvais pas attendre une semaine de plus et que c'est la raison pour laquelle j'avançais donc le mariage à fin décembre. Bon, ça a été donc quelque chose de mémorable. Et puis, en rentrant, nous sommes installés avenue Camorins, chez maman. Ensuite, nous avons pris un petit appartement à la Seine-Saint-Cloud. Grâce à Betty, j'ai abandonné à cette époque-là complètement les courses de chevaux pour lesquelles j'avais, je reconnais, j'avais une passion, quoi. Tous les samedis et tous les dimanches, je partais donc aux courses. J'ai même eu une jument qui s'appelait Kalamata, qui a gagné une course à Auteuil, et, mais qui finalement, avec les dépenses de ferrure, de médicaments, etc., ne m'a pas rapporté d'argent, et au contraire, j'en ai perdu. J'avais également une participation avec des amis dans Jabadao, qui était un trotteur. J'avoue que ce n'était pas une partie très glorieuse de mon existence, car finalement, j'ai perdu beaucoup d'argent aux courses que, effectivement, j'aurais pu conserver et faire quelques achats meilleurs. 9 mois après, le 24/10/62, arrive notre petit Éric. D'ailleurs, nous avons passé haut la main le comptage des vieilles tantes et qui calculait la date de naissance par rapport à la date de mariage. Alors Éric, chaque fois que je le prenais dans mes bras, il se mettait à hurler et seule Betty et sa tante Renée pouvaient le prendre dans leurs bras. Jérôme est arrivé le 4 mai 1964. Je me rappelle, je l'appelais le petit Pampan. Il était très affectueux. Et nos 2 petits garçons étaient vraiment d'une sagesse exemplaire. Ils ne nous réveillaient pas du tout la nuit. Enfin, c'était des petits anges, très bien notés par leur maîtresse, notamment Jérôme. Bon, ça se passait bien, mais notre appartement était devenu, à la Seine-Saint-Cloud, était donc devenu trop petit, et nous sommes partis au Ménil-Saint-Denis. Au Ménil-Saint-Denis, c'était la première résidence se construisant sans clôture, c'était les maisons Lévy-Tenson, c'était son premier programme en France. Nous avons eu notre maison qui était à 7 pièces, avec des bois en face de nous, qui était une belle maison, avec notamment 2 chambres au premier, une chambre pour les petits chéris et une chambre pour la femme de ménage. Nous avions une Espagnole ou une Portugaise, je ne me rappelle plus, qui était là en permanence, donc c'était qui s'occupait des enfants, etc. Olivia est arrivée le 18 septembre 69. Heureusement, c'était une fille, car les 2 charmants bambins décrits
ci-dessus étaient devenus des monstres qui se battaient en permanence. Et donc Betty avait à l'époque une peur panique que ce soit un troisième garçon, surtout qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas connaître le sexe de l'enfant avant la naissance. Dieu du ciel, ça a été une fille. À cette époque-là, ma situation financière étant bonne, nous avions des vacances extrêmement agréables. Nous louions systématiquement une villa sur le bassin d'Arcachon, notamment au Pilat, où nous avions de très nombreux amis, notamment les Téponnier, les Fodor. Avec Jean-Claude Téponnier, j'ai acheté un hors-bord pour faire du ski nautique. Et alors, ma forte culture grecque, venant de la Pierre qui vire, m'a incité à baptiser le bateau l'Espoir, en grec Elpis. Et mon ami Jean-Claude, qui descendait le bateau tiré par sa voiture, pendant tout le trajet, chaque personne qui s'arrêtait à sa hauteur croyait malin de lui demander ce que faisait sa sœur pendant ce temps-là, avec plus exactement des nouvelles des urines de sa sœur. Bon, donc c'était le bateau, mais c'est pas fini dans la famille bateau, parce que j'ai acheté un autre bateau, cette fois avec les Fodor, qui était une pinasse. La pinasse, c'est le bateau plat qui se balade sur le bassin d'Arcachon. Ça nous permettait d'aller faire des pique-niques sur le banc d'Arguin. Enfin, c'était très agréable. Le seul petit problème, c'est qu'elle prenait l'eau. Et la pompe de vidange marchait en permanence, si bien que sous un soleil de plomb, tous les enfants avaient des bouées de sauvetage. Pour se dire, s'ils tombaient à l'eau, si la pinasse coulait, au moins, ils s'en sortiraient. Avec la société Airfilco Comimex, nous nous sommes développés donc d'une façon très importante et nous sommes devenus la première société française de filtration. La société, en fait, comprenait à la fin de 1970-72 environ 150 personnes. C'était une organisation très lourde. J'avais un directeur technique, un directeur commercial, un directeur financier, un directeur de l'export, plus les directeurs des divisions. Notre chiffre d'affaires était passé je parle en anciens francs, parce que c'était celle de 51, de 100 000 francs à 25 millions. Bon, donc ce qui fait une très forte progression. Développement trop rapide, manque de trésorerie. Ben, finalement, j'ai été victime de ma marche en avant trop rapide. Et en 1973, je suis obligé de brader l'affaire à un groupe financier qui était spécialiste en joint venture. Je reste dans la nouvelle société qui devient Eurofilco. Je reste comme salarié, conseil du président, chargé notamment de la division gaz. Puis, surprise, je me rappellerai, c'était le 1er avril 1977, le groupe EED, donc la société de joint venture, dépose son bilan pour tout le groupe. Et comme c'était le 1er avril, tout le monde s'est mis à rigoler, et en disant c'est un poisson d'avril.
Ce n'était pas un poisson d'avril, car on a été tous licenciés et tous au chômage, tout le groupe. De 77 à 79, j'ai essayé de remonter une nouvelle affaire de filtration industrielle avec un groupe important qui s'appelait la Phocéenne de métallurgie. Et donc j'avais réuni une quinzaine de personnes pour monter une nouvelle affaire de filtration. Mais le directeur financier a estimé que c'était hors de la ligne des produits de la Phocéenne de métallurgie, qui sont des produits pour l'industrie pétrolière. Et donc ils ont arrêté cette activité et donc je suis retrouvé au chômage. En 79, mon ami Paul Prédeau, qui était une affaire de charcuterie industrielle très connue et qui était un ami Lyon, m'a dit j'ai des demandes sans arrêt pour des buffets campagnards ou des amis qui veulent organiser des réceptions chez eux. Et dans le fond, moi je suis une usine, je n'ai pas de... ça ne m'intéresse pas. Et donc je te transmettrai toutes les demandes que je recevrai dans ce domaine-là. J'ai fait toute une étude sur une projection des ventes, donc des produits pour buffets campagnards. Mon étude était tellement séduisante que je n'ai eu aucun problème à trouver des capitaux et à créer la société Gastronomia. Betty, qui était rentrée déjà dans l'affaire dès le départ, a pris donc la direction seule de Gastronomia et s'est orientée vers des voies tout à fait nouvelles, qui sont notamment les cocktails et les réceptions. Moi, durant mon chômage, j'avais rencontré des chasseurs de tête, plusieurs d'entre eux, et l'un d'eux m'a proposé la direction d'une affaire de fourniture industrielle à Rouen. C'était la société Carrière. Et j'ai été retenu pour relancer la direction de Carrière, mais la direction surtout commerciale qui était en perte de vitesse. La direction de Carrière m'a apporté beaucoup de satisfaction. J'ai pu relancer un esprit Carrière, en faire une société dynamique et jeune. J'habitais Rouen durant la semaine et je ne rentrais que le week-end. Betty s'est donc trouvée seule en charge de l'éducation de nos petits chéris, ce qui était une rude charge dont en fait elle s'est fort bien tirée. Elle promettait notamment des raclées mémorables à Jérôme, mais c'était impossible de le rattraper car il se trouvait sur le toit du garage. La distance entre le Ménil, Saint-Denis et Gastronomia se révélant tout à fait impossible, nous avons vendu le Ménil et Betty a trouvé une superbe location au 5 rue de Vienne. Nos moyens financiers, nos revenus se sont améliorés. Pour les vacances d'hiver, nos petits chéris ont trouvé que nous ne skions pas assez bien et donc ont préféré prendre leur envolée tout seuls. D'autre part, très gentiment, ma sœur nous a invités pendant plusieurs années à Douarnenez, où elle a une très belle maison avec un tennis. Mais le temps pluvieux et maussade de la Bretagne nous a fait reculer et nous avons décidé de partir en voyage seuls, les enfants se débrouillant de leur côté. C'est comme ça qu'en 89,
nous sommes devenus des globetrotters émérites, avec donc un grand voyage de 4 semaines au mois d'août et 2 voyages durant les périodes scolaires diverses. Je commence par le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce qu'en tête, il y a l'Égypte, où en fait nous avons fait 3 voyages. Le premier en 83 avec nos enfants, merveilleuse descente du Nil, Luxor, Abu Simbel, reconstruit pour éviter son ensevelissement dans le lac Nasser. Et ensuite, un deuxième voyage, notamment, nous avons fait le même circuit avec Brigitte et les Feneuils. J'attaque ensuite la Syrie, Jordanie, Liban. Merveilleux voyage avec des sites extraordinaires, notamment Palmyre en Syrie, Petra en Jordanie. C'est le voyage le plus fatigant que j'ai fait de ma vie. Et ensuite, Baalbek au Liban. Ensuite, l'Iran et l'Ouzbékistan. Le voyage s'appelait « Visite des mosquées bleues ». Et les plus belles mosquées que j'ai vues, c'était en Ouzbékistan, à Samarcande et à Boukhara. Ensuite, nous sommes allés en Iran, la ville sainte de Qom, notamment comme souvenir Betty avec un tchador l'été où elle a failli se sentir mal tellement il faisait chaud, c'était au mois d'août. Ensuite, la visite de Téhéran, de Persépolis, et nous avons fini par Dubaï à la fin du voyage. Je parlerai ensuite du Yémen, qui est une architecture très spéciale avec des maisons tout en hauteur de 6 étages et sur lesquels les salons étaient au 6e étage. Alors là, on peut évidemment citer d'abord Sahana. Ensuite, nous avons traversé le désert de Mareb pour arriver à Shibam. C'est donc un très beau voyage. Je passe ensuite à l'Orient, où en fait nous avons visité tous les pays, sauf les Philippines et la Malaisie. La base de ces voyages, c'est d'abord l'Inde, qui est fascinant et qui est la première grande passion d'Olivia. Premier voyage dans le Nord et le Népal avec les enfants en 87, Jaipur, le Taj Mahal, Khajuraho, Varanasi et ensuite le Népal et ses merveilleux sadhus. L'Inde du Sud, où j'ai vu les plus beaux temples possibles. Et le troisième voyage, c'était Calcutta. Et nous avons été à l'occasion du mariage de François Audouard avec ma nièce, qui est originaire des Indes. Et là, nous avons visité l'Orissa et nous sommes retournés également au Népal. En Orient toujours, un voyage aussi passionnant, c'est la Birmanie et le Cambodge. La Birmanie, avec ses millions de temples, avec comme point de repère notamment Mandalay, et puis le Cambodge, avec aussi des temples superbes à Angkor Wat, le Bayou, très beau voyage. L'Indonésie, un long voyage de 4 semaines, avec la visite de Sumatra, avec le lac Toba, et ensuite de Bali fascinante, ses plages, ses temples, ses cultures en gradins, très intéressant. Les Célèbres, avec ses très curieux balcons, accrochés à une hauteur de 10 mètres sur les rochers, et sur lesquels se trouvent des dépouilles mortuaires. J'aborderai ensuite l'Amérique, tout d'abord les États-Unis. Outre New York, nous avons surtout visité les Rocheuses américaines, avec
des sites tels que Monument Valley, ce qu'il y a de plus beau pour moi, l'extraordinaire Bryce Canyon, le parc de Yosemite, puis le Mexique, avec Olivia, ses pyramides, ses ruines aztèques, le Brésil, avec Rio, et la plage de Copacabana, où le danger existe toujours lorsqu'on se promène la nuit, les chutes d'Iguassou, Brasilia et l'Amazone avec Manaus. Autre continent, l'Australie, d'abord Sydney, nous avons été reçus merveilleusement par Philippe Audouard et sa femme, Melbourne, Ayers Rock, Darwin, ensuite la barrière de corail. L'Afrique. Outre tous les pays maghrébins, nous avons été en Afrique du Sud durant l'apartheid. Le Cap et ses vignes, mais surtout le parc Kruger et ses animaux sauvages. Cela nous a tellement emballés qu'ensuite nous avons fait 2 safaris, l'un au Kenya et un deuxième safari avec nos cousins du Tillet en Tanzanie. Je laisse pour la fin l'île Maurice en 99, qui est le dernier voyage que nous avons fait avec Eric. Eric, après avoir fait l'ISA, il embrasse la carrière d'avocat où il est notamment arrivé à être associé dans le cabinet Monceau Avocat, qui est un très gros cabinet d'affaires. Il avait une excellente clientèle et il marchait très bien. Il a toujours été très attiré par la ville de Marrakech. Il achète un terrain là-bas et malheureusement, il décède le lendemain de l'achat de son terrain, le 18 novembre 2006. Évidemment, sa mort a été un coup terrible pour Betty et moi, un garçon plein d'avenir, 44 ans. Ça a été très dur. Jérôme a fait des études commerciales et il a démarré dans des positions commerciales dans différents domaines, notamment il a été chez Qui Habite, il a vendu des usines ou des bâtiments industriels clés en main. Et puis il nous a rejoints chez Gastronomia, où il a amené son expérience commerciale, mais surtout son expérience informatique, mise au point de toute cette partie-là. Il a donc contribué largement au développement du chiffre d'affaires de Gastronomia. Jérôme s'est marié avec Yasmina. Le ménage n'a pas marché, il a divorcé au bout d'1 an, mais il a eu un fils, Louis, qui a maintenant 7 ans, et qui est un garçon très intelligent, très facile à vivre. Je dois dire que c'est un enfant extraordinaire. Il divorce donc, et il rencontre Christine Billet. C'est le coup de foudre, le mariage, et là aussi, la venue d'un fils qui s'appelle César, que les parents ont beaucoup désiré et eu de mal à avoir. Il a maintenant 1 an et demi, très grand, très costaud. Nous espérons le voir et les voir très souvent, mais l'éloignement des domiciles rend cette approche plus difficile. Olivia, bon,
après avoir pas mal papillonné, est tombé sur un garçon, Pascal Legleux, journaliste très intelligent, très cultivé. Et le mariage intervient en septembre 2002. Olivia, à ce moment-là, a eu une vie professionnelle très remplie, et où elle était notamment dans le groupe Lagardère, où elle a été directrice de publicité. Elle a eu une très belle situation. Malheureusement, le contrat liant Lagardère au journal de Canal+ s'est arrêté, sa fonction a été supprimée, et donc elle est actuellement en attente de situation, mais elle ne regrette pas du tout, car entre-temps, elle a eu un fils, Adrian. C'est un enfant adorable, très attachant, très obéissant. Et en fait, Betty et moi avons la chance de les voir très souvent, c'est-à-dire la famille Legleux, car en fait, nous habitons maintenant à Boulogne. Nous avons des frères et sœurs de Betty et moi une sœur, sur lequel nous avons toujours eu de très bonnes relations. Quant à Brigitte, nous avons toujours eu des rapports très étroits, et notamment nous avons adopté les amis de Brigitte. Plus exactement, c'est eux qui nous ont adoptés, si bien que nous avons beaucoup plus d'amis qui viennent de son côté que de vieux amis traditionnels. Nous avons également des amis qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont les amis de nos enfants, donc de 40 ou 50 ans, ce qui nous permet peut-être de rester plus jeunes. Il ne faut pas que j'oublie les chiens, pour lesquels j'ai vraiment une grande passion. Évidemment, c'est des bêtes à chagrin, puisqu'ils partent au bout d'une quinzaine d'années, et à chaque fois, c'était des torrents de larmes à chaque disparition des chiens. Alors, j'en ai eu 6. Tout d'abord, Jerry à Groendal, puis Toy à Setter, Grenade et Gremlin, qui sont tous les deux des bâtards trouvés par Olivia et par Jérôme. Ensuite, j'ai Sarah, qui vient de la SPA de Gennevilliers, et les 2 chiens d'Eric, Whooper et Tiger. Revenons aux fins de vie professionnelles de Betty et de moi-même. J'ai pris ma retraite à 65 ans, mais j'ai continué à m'occuper des grands comptes chez Orefi. En effet, pour les 2 dernières années de mon activité, j'ai été détaché sur cette activité spéciale. En même temps, j'ai eu une activité chez Gastronomia, qui entre-temps s'était lancée sous la direction de Betty et qui avait pris une belle extension, puisque nous arrivions en fait à avoir environ 8 personnes à cette époque-là, et donc avec de très grosses références. Dans le cadre de Gastronomia, donc, je faisais du commercial et des prévisions financières.
Et la société était dirigée par Betty, épaulée par Jérôme, qui était rentré à la société, mais qui a ensuite repris cette affaire. Betty, finalement, arrêtant également de travailler à temps complet à 66 ans. J'ai fait d'abord un peu de bénévolat à la mission locale Béliard. Une autre activité que je peux citer, c'est par exemple la conférence de Saint-Vincent de Paul, de Saint-Augustin, sur laquelle je suis rentré sous la houlette du Père Paul, qui est devenu entre-temps un excellent ami personnel. Et les membres de cette conférence sont vraiment des personnes extraordinaires de dévouement et de gentillesse. Je garde pour la fin mon appartenance au Lions Club, qui est un club service qui prodigue des aides dans tous les domaines et soutient de nombreuses causes. Je suis un des membres fondateurs donc, de ce club, Clichy-Levallois-Perret-Doyen. J'étais le plus jeune membre fondateur à 34 ans. Maintenant, sur les 13 membres, je reste tout seul et je suis devenu le plus vieux du club. En conclusion, je peux dire que Betty et moi sommes très croyants et très pratiquants. Je voudrais laisser un seul message à mes enfants, à mes amis, qui est le message « Aimez-vous les uns les autres ». Et si je viens à disparaître, que Dieu protège Betty, que j'ai toujours aimé profondément, et qu'elle ait une fin de vie agréable, entourée de ses enfants et de leur famille. C'est mon message.